L'été en football est une période à part. C'est le moment phare du mercato et de l'enflammade des rumeurs de transfert. Mais c'est aussi un moment de préparation physique et tactique pour les clubs pour aborder la saison à venir. Elle est souvent le temps des matchs de préparation et de tournois amicaux non officiels disputés sur une ou plusieurs rencontres. Ces compétitions donnent souvent lieu à d'importants turnovers dans les effectifs où l'on laisse sa chance à de jeunes joueurs talentueux en quête de temps de jeu. Elles permettent aussi de rendre hommage à d'illustres légendes du club comme le trophée Gamper à Barcelone en hommage à son fondateur Johan Gamper ou encore à l'Eusebio Cup organisé chaque saison par le Benfica Lisbonne. Mais pour la plupart anecdotique, il a néanmoins existé une compétition estivale qui mérite un peu d'attention. Ces matchs en tant que tels n'ont pas marqué les esprits et son nom n'est pas spécialement évocateur. Pourtant, cette compétition est pionnière sur bien des éléments qui façonnent notre football aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et plongez avec moi au début des années 70 pour découvrir l'histoire de la Watney Cup. Lors de l'été 70, une compétition de pré-saison organisée par la Ligue de football anglaise voit le jour, la Watney Cup. Son nom est directement tiré de la marque de bière Watney Common Reed, une célèbre brasserie londonienne, incontournable des buvettes d'après-match dans les années 60 qui sponsorise le tournoi. Et c'est là toute l'originalité de la compétition, qui est la première à avoir recours au naming. La marque utilise ainsi la tenue d'un événement sportif comme levier de publicité, et notamment pour promouvoir l'un de ses produits phares, de la bière en boîte de conserve. En échange, les clubs perçoivent une dotation, chaque participant touche 4000 livres, ainsi que des primes en cas de victoire. Mais ce ne sont là pas les seuls à bénéficier de l'argent de la brasserie, qui verse également une prime à la Ligue et à la Fédération de football anglaise, qui aide à la co-organisation du tournoi. Nous avons là les prémices du sponsoring des compétitions, devenues aujourd'hui une norme dans notre football partout sur le globe. Néanmoins, pour la marque Watney, il y a encore là une difficulté à résoudre. Les matchs et compétitions amicales de pré-saison ne représentent que peu d'intérêt à l'échelle des supporters et des suiveurs du ballon rond, à côté des compétitions officielles anglaises que sont la première division, la FA Cup, mais aussi les Coupes d'Europe. Et c'est là que les innovations interviennent. Pour offrir un maximum de visibilité à sa compétition, la Watney Cup va être la première compétition retransmise intégralement en direct à la télévision anglaise. À cette époque, la Ligue anglaise est fermement opposée à la diffusion en direct à la télévision des matchs de football, craignant que cela impacte l'affluence dans les stades et donc directement les finances des clubs. Parce qu'on le rappelle, les revenus de la billetterie sont la principale source de revenus des clubs à l'époque. Mais pour l'occasion, la Ligue se montre beaucoup plus docile et la compétition est diffusée en intégralité et en direct. Des stades et une couverture télévisée, la Watney Cup n'a désormais qu'un seul but en tête, attirer le spectateur, qu'il soit dans une tribune ou sur son canapé. Pour cela, les organisateurs veulent du spectacle et des buts, et c'est en ce sens que les règles du tournoi sont établies. La méthode de qualification est tout à fait singulière, la compétition compte seulement 8 clubs, les 2 équipes les plus prolifiques de chaque division, non promues ou non qualifiées pour les compétitions européennes. La Watney Cup est le vœu du jeu, des buts et du spectacle. Une réponse au football défensif devenu trop étouffant. Et la première édition connaît plutôt un franc succès. La participation de Manchester United a sans aucun doute aidé à l'exposition médiatique et à l'engouement pour la compétition, elle qui pouvait encore compter sur son trio magique composé de Dennis Law, Bobby Charlton et George Best. Le format de la compétition est limpide, 8 équipes et un tournoi à élimination directe. Au premier tour, les clubs de D1 affrontent ceux de D3, pendant que les équipes de D2 croisent le fer avec celles de D4. Un système simple mais équilibré, pensé pour favoriser le spectacle. Et du spectacle, il y en aura, dès le coup d'envoi. Les 4 premiers matchs donnent le ton, 23 buts inscrits, soit une moyenne de plus de 5 buts par rencontre. Les tribunes, elles, sont loin d'être vides. Pour un tournoi d'été, l'engouement est réel. Le public a faim de football après la trêve estivale, et il est servi. Mais c'est en demi-finale, lors de la confrontation entre Manchester United et Hull City, que le tournoi entre définitivement dans l'histoire du football. À la fin du temps réglementaire, le score est de 1 partout. Jusqu'alors, 2 options s'offraient aux équipes, disputer un match d'appui ou tout simplement tirer au sort le vainqueur. Mais à l'été 70, une nouvelle règle vient tout bouleverser.
Sous l'impulsion du dirigeant israélien Yosef Dagan, témoin de l'élimination cruelle d'Israël 2 ans plus tôt au JO de Mexico, la FIFA décide de modifier les lois du jeu et de mettre en place les tirs au but en cas d'égalité. Et ce match entre Manchester United et Hull City devient alors la première rencontre de l'histoire du football à se conclure par une séance de tir au but officielle. Le premier à s'élancer, George Best en personne, transforme sa tentative avec sang-froid, entrant dans la légende comme le tout premier joueur à marquer un penalty dans une séance de tir au but. United l'emporte et devient ainsi le premier club à gagner un match au tir au but. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En finale, les Reds de Ville s'affrontent le Derby County d'un certain Brian Clough, jeune entraîneur charismatique, promis à un destin légendaire avec Nottingham Forest quelques années plus tard. Et cette fois, les Mancuniens tombent lourdement, 4-1, une leçon de football et de réalisme. La fête est malheureusement gâchée en marge du match, avec des débordements violents de hooligans mancuniens. Barres d'hôtels saccagées, jets de bouteilles remplies de produits chimiques, 12 blessés, 47 arrestations, et la presse n'en manque pas une, titrant « Le football est de retour » avec ces débordements. Mais malgré cet épisode sombre, le succès populaire et sportif est indéniable. La Watney Cup séduit, le pari est réussi. L'année suivante, pour la seconde édition, les organisateurs décident de modifier la règle du hors-jeu pour renforcer un peu plus le spectacle. Normalement sifflé dans la moitié de terrain adverse, le hors-jeu n'est cette fois-ci constaté que dans les surfaces de réparation. Mais le succès de cette seconde édition n'est cependant pas au rendez-vous. La nouvelle règle du hors-jeu n'a aucun impact sur le nombre de buts marqués, et surtout Manchester United, la tête d'affiche de la compétition, est éliminé dès le premier tour par Halifax Town, un club de 3ème division. La Watney Cup verra même un club de 4ème division, le Colchester FC, s'imposer au tir au but en finale. Petit à petit, l'engouement pour la Watney Cup s'effrite, faute de grandes équipes en tête d'affiche comme United, qui n'y participent plus dès 1972. L'absence de prestige et le peu d'enjeux sportifs réels ont vite pesé, malgré quelques exploits des petits clubs. Les affluences ont chuté, entraînant la disparition de la compétition après sa 4ème édition, en 1973. La Watney Cup aura connu des débuts très encourageants. Dès sa première édition, elle suscite l'enthousiasme du public, profitant de l'absence de football estival, d'un format original et de la présence de clubs populaires comme Manchester United ou Derby County. Et même si son succès et sa popularité s'effritent rapidement au terme de 4 éditions, son impact sur notre football est indéniable. Pionnière des séances de tir au but, elle aura au moins inscrit son nom dans l'histoire de notre football. Mais surtout, la Watney Cup fut en quelque sorte le début de la commercialisation du football. Pour la première fois, une compétition a porté le nom d'une marque, ouvrant la voie au fameux naming et la diversification des sources de revenus pour les clubs et les instances. Aujourd'hui, ce sont les stades, les compétitions et même les centres d'entraînement qui ont recours au sponsoring, digne héritier de l'innovation de la Watney Cup qui n'a d'ailleurs jamais caché son statut de visionnaire. Lors de la première édition, on pouvait lire sur les programmes des matchs: ce que Watney fait aujourd'hui, l'Europe et le monde le feront demain.